Je vous propose qu'on démarre ce nouveau webinaire Optimind dédié à l'accompagnement du changement comme élément fondamental de la réussite de toute transformation. Juste avant de débuter, peut-être quelques petits rappels concernant le fonctionnement de ces webinaires. Si c'est la première fois que vous y participez, nous mettrons à disposition les supports pour ceux qui le souhaitent en contactant notre responsable de la communication, Marine Depalière, et nous sommes à votre disposition pour organiser, au-delà de cette présentation, un échange pour tout approfondissement des thèmes que nous allons aborder. Je vais vous demander juste de couper vos micros pour fluidifier le déroulement de la présentation, si ce n'est pas déjà fait, mais vous avez la possibilité d'intervenir et de poser vos éventuelles questions via le chat de Teams et nous prendrons quelques minutes en fin de présentation pour y répondre. Alors, pour ce webinaire d'aujourd'hui que nous vous proposons de co-animer avec Anne-Sophie Kenva, qui est CMO chez notre partenaire SkillsD, société experte dans la formation à distance et la mise en œuvre de programmes d'acculturation, mais on va y revenir dans la suite du déroulé. Nous avons également, côté Optimind, 3 intervenants de la practice business transformation. Practice, vous l'avez sans doute lu pour une partie d'entre vous, qui a récemment vu son offre de services et ses effectifs s'étendre avec notre rapprochement officialisé en début de mois avec la structure R&D Partner. Ce rapprochement, il nous permet de constituer aujourd'hui une practice avec un pool à présent à peu près de 40 consultants experts en assurance, capables d'apporter une vision et une expertise globale face aux enjeux de la transformation du secteur, autour majoritairement des 5 piliers qu'on vous présente ici: la transformation digitale, la stratégie opérationnelle, le pilotage et la MOA experte, l'IT et la data, ainsi que la conduite du changement. Sujet qui va nous animer aujourd'hui. Donc sont présentes pour cette entité Alexa Akeelia et Laura Berthaud, toutes deux consultantes seniors, et moi-même, Arnaud Cadon, en tant que partenaire. Je vous propose qu'on passe rapidement à notre agenda pour cette intervention d'1 heure. Alors, on va essayer de tenir le créneau, où on vous propose, après un bref panorama du secteur, de rentrer dans le vif du sujet avec une revue de nos convictions, de nos constatations et des accélérateurs de réussite tant méthodologiques qu'outils autour de l'accompagnement du changement. Une démonstration de ce que peut apporter SkillsD dans la culturation des équipes face à la transformation. Puis on terminera avec le partage d'une de nos expériences clés sur l'accompagnement pré- et post-mise en œuvre d'un projet. Donc, pour introduire rapidement le sujet, le secteur de l'assurance s'est engagé depuis plusieurs années dans une transformation profonde. Cette dernière est marquée particulièrement par une évolution forte des attentes clients, toujours plus sensible à la personnalisation, la transparence, la simplicité et l'immédiateté des services proposés. Ceci suppose, par essence, de repenser en profondeur les stratégies de distribution et de la relation client, mais aussi de challenger en permanence chacun des éléments de la chaîne de valeur. Ces changements s'accompagnent d'une baisse de la rentabilité face à une concurrence accrue, d'un contexte d'inflation réglementaire et d'une impulsion forte des assureurs sur l'axe de l'innovation, notamment en faveur de nouveaux services ou de nouvelles approches. On peut notamment citer le RSE. De fait, les transformations prioritaires et les tendances qu'on observe, elles sont majoritairement réglementaires, car elles sont contraintes, puis historiquement centrées sur l'efficience opérationnelle et de plus en plus orientées technologie et data, pour une collecte et une exploitation de ce qui constitue aujourd'hui l'or noir des assureurs qu'est la donnée et qui constitue un avantage stratégique d'aujourd'hui et encore plus de demain. Ces enjeux se traduisent par des transformations technologiques, organisationnelles et méthodologiques qui viennent pour certaines disrupter l'ordre établi et qui nécessitent un réel accompagnement de l'ensemble des collaborateurs. À cette ambition s'ajoute le contexte sanitaire qu'on a tous subi et que nous subissons encore aujourd'hui, qui a entraîné des transformations profondes dans nos méthodes de travail. Je pense notamment à la digitalisation de nos outils au quotidien, le chat, la visio, les applicatifs de type SaaS qui font de plus en plus communes. L'évolution de l'approche managériale. Alors on a encore beaucoup à apprendre, mais ce management au temps distanciel
qui a au final nécessité de revoir l'ensemble des principes et qui systématise de plus en plus l'empowerment pour faciliter les prises d'initiative des collaborateurs. Et puis la poursuite aussi de l'expansion des méthodes collaboratives. Alors, bien évidemment, c'est pas nouveau ces méthodes, mais on assiste avec cette crise sanitaire à une systématisation de l'utilisation de ces méthodes, notamment pour reproduire au maximum les interactions humaines auxquelles nous étions naturellement habitués en présentiel. Alexa, je te laisse nous présenter les méthodes et outils nécessaires à un accompagnement du changement réussi dans ce contexte. Surtout les deux, tu vois là. Ensuite, en France, c'est. On va couper les micros peut-être. Sinon, il est bien ici. Il a l'air bien. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, on va voir effectivement, merci Arnaud, quelles sont ces méthodes et outils et comment on va tirer profit pour accompagner le changement et faire adhérer les collaborateurs de tous ces. Il va dire alors, j'ai travaillé là, j'ai fait ça, mais il ne parlera pas. Donc, le meilleur moyen de faire adhérer les équipes à des projets de transformation, c'est de les rendre actrices de ces changements et de maximiser la compréhension de pourquoi les changements sont nécessaires. Que ce soit pour un projet de changement d'outil de gestion simple ou un programme de transformation globale de toute l'entreprise, inclure les collaborateurs dès la conception, ça va les mettre vraiment au cœur de l'action, ça va les mettre au cœur des choix qui sont faits. Et ils vont comprendre ainsi ce qui a motivé les décisions et ce qui peuvent ensuite être les ambassadeurs de ces décisions. Donc c'est vraiment important de mettre l'accent sur la co-construction. Et pour co-construire, il existe des méthodes collaboratives, comme le design thinking, qui vont venir s'intéresser justement à la compréhension par l'empathie des besoins exprimés. Donc la première étape du design thinking, c'est cette phase d'empathie qui va consister à se mettre à la place de l'utilisateur, du collaborateur ou du client pour comprendre ses difficultés, ses besoins. Et ensuite, il y a une phase de définition. Donc là, on va passer en fait d'un état de constat à un état de définition du challenge qui vient répondre à la problématique. Puis on va passer à la phase d'idéation, où on va collecter des idées en essayant de trouver des approches différenciantes pour aboutir rapidement à un prototypage, le prototypage d'une solution qu'on va venir ensuite tester en situation réelle, puis retravailler dans une boucle itérative avec le prototypage. Donc chaque étape du design thinking va rendre le collaborateur de plus en plus conscient des problématiques qui imposent le changement et le rendre acteur de la conception des solutions pour mettre en œuvre ce changement. Et le design thinking, c'est une méthode d'idéation parmi d'autres. Nous, on l'utilise beaucoup parce qu'elle s'adapte bien aux différentes thématiques et au public qu'on rencontre dans nos missions d'assurance. On a amené des ateliers d'idéation aussi bien auprès de directions techniques que de directions commerciales, sur des sujets comme des pratiques commerciales tout simplement, ou des use case data pour une grosse mutuelle également. Donc tout ça, ça fonctionne uniquement, le design thinking et l'idéation globalement, si on met autour de la table les bonnes personnes, les intéressés et ceux qui sont impactés par le changement. Ça ne peut pas être juste un entre-soi du top management. C'est vraiment important qu'on adapte une démarche de collaboration avec tous les intéressés. Les méthodes de gestion de projet aussi vont favoriser la co-construction. Donc, à terme, il faut favoriser l'adhésion, c'est bien ce qu'on cherche. Les méthodes agiles, notamment, elles vont répondre à des problématiques de transformation parce qu'elles permettent une accélération du delivery. Donc, déjà, ça, c'est plutôt bien. Mais c'est surtout que ces méthodes, par leur nature, qui sont centrées sur l'humain essentiellement, favorisent beaucoup la co-construction, l'appropriation des sujets par les collaborateurs qui sont impliqués dans le projet. Et ça va justement impliquer fortement tous ces collaborateurs dans la réalisation. On les met vraiment au cœur du développement. Donc en méthode agile Scrum, on développe en itération courte. Ça va permettre notamment de montrer des résultats rapides et d'embarquer les équipes plus facilement. Les équipes agiles, elles sont pluridisciplinaires. Donc elles sont concentrées autour d'un objectif commun. On va mélanger des gens du métier, des développeurs, et on va ainsi favoriser la compréhension du besoin. Donc on va permettre d'obtenir un produit au plus proche du besoin exprimé et d'augmenter l'empathie et la compréhension des problématiques de l'autre. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le design thinking. En méthode Agile Scrum aussi, on met en place des cérémonies. Et parmi ces cérémonies, il y a des démos. Donc à la fin de chaque itération, cette cérémonie, elle est destinée à montrer l'incrément qui a été réalisé, à collecter les retours des parties prenantes
Donc, on va apporter beaucoup de transparence sur les projets et sur ces difficultés aussi, sur les réalisations qui sont faites. Et le fait de montrer comme ça régulièrement va rassurer les collaborateurs sur ce qui est en train d'être produit et va permettre aussi de mieux comprendre les décisions qui sont prises ou les retards qui sont pris aussi. Et enfin, les équipes agiles sont des équipes auto-organisées pour lesquelles on met entre parenthèses le management classique pendant tout le temps du projet. Donc on a aussi là des collaborateurs qui sont autonomes, qui participent tous à la résolution de problèmes et qui prennent des décisions qu'ils seront ensuite capables d'expliquer et de porter avec conviction. Donc en fait, en travaillant en méthode agile, on va miser à la fois sur la grande transparence que permet la méthode avec toutes ces démos, etc., et sur les collaborateurs qu'on va inclure dans le projet pour que demain, ils soient les ambassadeurs de ces changements également. Pour maximiser l'adhésion, donc on peut se dire que la co-construction, c'est vraiment clé. Et cette construction, lors d'un projet, on peut la retrouver absolument sur toutes les phases du projet. Donc, dès les prémices de la conception avec des phases de design thinking, comme on l'a vu précédemment, mais on peut aussi impliquer les collaborateurs dans l'opérationnel projet pur, en le faisant participer déjà aux phases de POC, au Proof of Concept, dans le choix d'un outil, par exemple, dans le choix du processus qui va être choisi pour la suite, en le faisant aussi participer à la phase de développement via les méthodes agiles, on vient de le voir, mais aussi en l'impliquant et en le responsabilisant sur la recherche de solutions. Une pratique saine aussi dans la conduite de projet, c'est de mettre en place des phases pilotes, donc sur un panel d'utilisateurs. C'est quelque chose qu'on essaye de systématiser dans notre approche projet chez nos clients. Et ce qu'on constate systématiquement, c'est qu'on a beaucoup d'enthousiasme déjà lorsqu'on contacte les collaborateurs pour mener le pilote. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux dans la participation au test. Et surtout, ces collaborateurs, ils font ensuite le relais du projet. Ils prennent souvent la parole lorsqu'on fait des démonstrations pour expliquer avec leur mode opérationnel à leurs pairs, à leurs collègues, parce que parfois, nous, on aurait plus de mal à expliquer en étant externe à leurs équipes. Après, le revers de la médaille, dans le fait de mobiliser autant les collaborateurs dans la réalisation d'un projet, c'est qu'il y a forcément de fortes attentes aussi quant à la mise à disposition de l'outil. Donc, il va être quand même important d'avoir toujours à l'esprit que le processus de déploiement, ils peuvent aussi avoir un impact sur le projet, sur sa conduite et sur la conduite du changement. Donc, la bonne pratique, c'est vraiment d'embarquer les équipes IT de mise en production dans la démarche projet et d'anticiper les déploiements pour sécuriser au maximum la mise à disposition des utilisateurs. Et pour co-construire, au-delà des méthodes, il y a les outils. Donc malheureusement, aujourd'hui, on est loin des salles de réunion avec des post-it, mais le monde de l'entreprise s'est adapté, on l'a vu. Hein. Donc on est passé d'un usage très occasionnel des outils collaboratifs à un usage un peu modernisé avec les prémices du télétravail, où là, on a commencé à utiliser beaucoup plus Skype, Teams, Slack, ou encore Jira pour piloter les projets à distance. Et pour finir aujourd'hui par un usage généralisé de toute une suite collaborative qui répond à tous les besoins projets. Et en l'espace d'un an, Teams a connu un bond de 161% de ses usages. Zoom a vu son nombre d'utilisateurs augmenter de 485%. Donc on est vraiment passé à une standardisation de ces outils, mais aussi à l'adoption d'autres outils qui vont venir virtualiser en fait l'univers de l'entreprise. On voit par exemple une adoption massive des outils de management visuel qui reproduisent un univers de réunion ou de séances de brainstorming, comme Klaxoon par exemple, ou Yellow, et aussi des outils de communication interne, comme Cocoon, qui vont s'intégrer aux outils Teams par exemple, et qui vont venir maintenir le lien entre l'entreprise et le collaborateur sur de l'information ou sur du partage de connaissances entre collaborateurs. Donc la mise en place de tous ces outils a doté très rapidement nos entreprises d'un parc applicatif qui met à disposition énormément de fonctionnalités de collaboration et qui permettent la co-construction et la communication qui est nécessaire à une stratégie de conduite du changement avec un public plus captif aussi qu'auparavant parce qu'on s'intègre réellement dans ces outils du quotidien. Donc on peut se poser évidemment la question de la pérennité de certains de ces outils pour post-crise sanitaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront quand même permis une modernisation des réunions, de l'approche collaborative globalement et de la collaboration entre collègues.
Un des éléments clés de la conduite du changement, c'est justement la communication. Donc, tout projet qui implique des changements verra son lot de détracteurs, si vous ne le faites pas, eux, ils se chargeront de parler du projet à votre place. Donc, apporter de la transparence au projet, apporter un éclairage selon le point de vue stratégique du top management, du point de vue des opérationnels qui font partie des projets, ça permet d'asseoir le bien fondé d'une démarche, de montrer aussi qu'on n'avance pas sans consulter les principaux intéressés. Et donc, il faut profiter là, des outils collaboratifs qui ont été mis en place pour diffuser des contenus informatifs, des interviews, des contenus de vulgarisation des sujets par de la vidéo explicative, instaurer des rendez-vous aussi au travers d'outils d'emailing pour envoyer des newsletters régulières et donner de la visibilité sur les projets. Tout ça, ça va participer à générer de l'intérêt et à maîtriser le discours aussi autour de votre transformation ou de vos projets. Donc, ça ouvre également les portes à un dialogue et à la prise en compte de retours de collaborateurs. On va parler un peu plus tard avec Laura. Enfin, pour terminer sur les outils, il existe aujourd'hui des outils pour adopter les nouveaux outils, justement. Donc, il s'agit des DAP, les Digital Adoption Platforms. Ce sont en fait des surcouches applicatives, voire multi-applicatives, sur les outils existants et qui fonctionnent sur les outils en SaaS notamment. Et le principe est simple, lorsque vous regardez votre outil de gestion ou votre outil de CRM habituel dans votre navigateur, le DAP va venir déposer au-dessus de la page des éléments tutoriels qui permettent de guider l'utilisateur dans son apprentissage ou son utilisation. On les surnomme aussi les GPS applicatifs parce qu'ils vont permettre une orientation du parcours de navigation. Et l'intérêt de ces plateformes, c'est qu'elles peuvent amener du lien entre vos différentes applications. Si par exemple, vous avez un processus qui utilise 2 ou plusieurs outils différents, l'application va venir déclencher l'autre outil au bon moment, continuer de guider l'utilisateur sur l'autre outil. Et en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment très efficace. Ça va réduire aussi les frustrations qui sont liées à la découverte d'un nouvel outil parfois. Et en plus de ça, les outils fournissent des indicateurs d'utilisation. Donc, on va aussi permettre de mesurer l'utilisation et l'adoption qui est faite de ces nouveaux processus et de ces nouveaux outils. Ça va réduire évidemment les besoins en formation théorique et en privilégiant largement une approche pragmatique. C'est moins chronophage en termes de formation et accessoirement, ça réduit aussi beaucoup le recours au support IT, notamment pour les demandes de premier niveau. J'arrive pas à faire marcher mon outil. Donc, il y a 3 acteurs majeurs à connaître sur ce créneau. C'est WalkMe, qui est la solution américaine et qui est le leader du marché. Et il y a aussi Pendo, qui est également américain. Et en France, on a l'acteur Lemon Learning sur ce type de solution. Et donc, au-delà des méthodes et de tous ces outils, les programmes de transformation comprennent aussi un volet culturel fort, bien souvent, avec souvent un changement profond des modèles de fonctionnement, des modèles culturels de l'entreprise. Et les changements culturels sont souvent aussi les plus durs et les plus longs à mener. Et pour couvrir ces aspects culturels, on a l'habitude de collaborer avec les RH de nos clients et d'utiliser leurs outils d'apprentissage. Et je vais laisser Anne-Sophie parler plus largement des outils plutôt orientés RH, du coup, qui peuvent être de vrais accélérateurs pour les programmes de transformation. Merci Alexa pour cette belle transition. Donc, en effet, lorsque l'on implémente de nouvelles méthodes ou que l'organisation vit de profonds changements, l'acculturation doit vraiment faire partie de la colonne vertébrale du dispositif. Skillsday, c'est un organisme de formation qui accompagne ces transformations. Nous créons des parcours de formation et d'information qui visent à vulgariser des sujets complexes. Par exemple, comment est-ce que je passe d'une culture de gestion de projet en cycle en V à une gestion de projet agile? Comment j'implémente une culture data-driven dans les organisations ou comment je fais passer des messages autour de la réglementation type DDA ou lutte contre le blanchiment d'argent. Et pour toucher en fait l'ensemble des collaborateurs, notre particularité chez Skillsday, c'est de donner envie de faire en sorte que les messages soient passés de manière simple, progressive, que ce soit ludique et engagé pour embarquer et acculturer l'ensemble des collaborateurs. Donc, par exemple, admettons que vous portez le plan de transformation digitale de votre organisation. Ce programme consiste à renforcer le niveau de culture digitale des collaborateurs et accompagne la digitalisation des métiers. Eh bien, pour acculturer l'ensemble des populations, vous pourriez par exemple nous confier vos contenus de formation
votre programme de transformation. Et c'est vraiment sur cette base-là que nous pourrions construire le parcours d'acculturation sur mesure. Donc là, vous voyez à l'écran, par exemple, le prototype d'un parcours dans lequel on invite les participants à passer de plateforme en plateforme pour découvrir les différents contenus qu'on va proposer. Nous, chez Skillsday, on est fan de la progression et du déploiement des formations et des programmes d'acculturation par niveau, pour que l'assimilation des connaissances se fasse de manière progressive. Donc, on peut imaginer que les contenus se débloquent semaine après semaine pour laisser du temps à tout le monde d'assimiler les différentes notions. Donc, si on reste dans le cas où vous portez le plan de transfo digital, on peut imaginer que le niveau 1, ça soit un module qui permette de souhaiter la bienvenue à vos collaborateurs, une vidéo du sponsor, par exemple, du programme qui permet de donner du sens au dispositif. Le niveau 2, qui serait un niveau de découverte et d'acculturation générale autour de la culture digitale, par exemple. Donc, dans ce module-là, on pourrait y mettre en général le vocabulaire digital, les outils, les technos. Un niveau 3, donc là, on crante un peu plus loin, on est sur un niveau d'appropriation de nouvelles méthodes de travail, par exemple, autour de la data, du marketing digital ou de méthodes autour de design thinking. Un niveau 4, un cran plus loin, autour de la spécialisation, où là, on va plutôt parler de data science. Et un dernier niveau qui serait, par exemple, un niveau de certification. Et nous, on aime vraiment chez Skillsday qu'à chaque étape du parcours, en fait, l'apprenant puisse s'amuser en apprenant et récolter, par exemple, des badges voilà, qui lui permettent, en fait, à chaque niveau de valider ses connaissances et à la fin de certifier qu'il a bien suivi son parcours d'acculturation et donc on lui délivre un certificat nominatif à la fin. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment sur un côté très gamifié et très ludique d'un programme d'acculturation et challengeant pour vraiment embarquer l'ensemble des utilisateurs dans le changement et leur donner envie d'être acteurs de ce changement. Alors, la vulgarisation des sujets complexes, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et là, je vais vous partager quelques caractéristiques d'un parcours de formation qui marche. Alors, elles sont nombreuses, ces caractéristiques. Je vais vous en donner 6 et pas forcément dans l'ordre. La première caractéristique, c'est celle de la gamification. Notre conviction, c'est d'embarquer par le jeu. Chez Skillsday, on l'utilise non pas comme un gadget, le côté gamification, mais vraiment comme un outil d'ancrage mémoriel. Et c'est par le jeu qu'on va faire réviser les collaborateurs, ancrer les connaissances. Par exemple, si vous venez de donner une définition de ce qu'est une organisation data-driven, vous allez donner une information qui est descendante à votre collaborateur, et bien tout de suite après, on va venir travailler sur une activité d'ancrage gamifiée pour que l'utilisateur puisse enregistrer l'information et l'ancrer dans sa mémoire. La deuxième caractéristique, c'est ATAWAD, qui est l'acronyme de Anytime, Anywhere, Any Device. Vos contenus, il faut qu'ils soient disponibles tout le temps. Important que l'information et la formation soient accessibles vraiment partout, si vous voulez que tout le monde puisse y avoir accès de manière simple. Donc chez nous, on utilise des technologies mobile first, puisque eh bien, le smartphone, c'est un outil qu'on a tout le temps dans la poche. On peut aussi suivre ces formations sur un PC et sur une tablette, bien sûr, mais voilà, nous, on préconise vraiment d'utiliser des outils qui permettent aux utilisateurs d'avoir accès à l'information à tout moment et quand ils le veulent et sur le support de leur choix. Une caractéristique qu'on met en avant souvent chez Skillsday, c'est la modernité. On vous conseille vraiment d'éviter d'accompagner, par exemple, de transformation digitale d'une organisation avec des formations type e-learning un peu démodées, comme on pouvait le voir dans les années 2000. Vous savez, ces formations e-learning qui sont un peu longues, pas hyper jolies, dont les séquences d'apprentissage sont longues. Nous, on voit encore beaucoup de formations e-learning avec des séquences vidéo de 10 minutes et puis ensuite des quiz de 50 questions. Et ça, en fait, nous, on croit très fort au fait qu'il faut absolument adapter l'expérience utilisateur à ce que vivent les users dans leur quotidien. On vit tous avec Facebook, LinkedIn, Instagram. On a de nouvelles exigences en matière d'expérience utilisateur et de contenu. Et voilà, ce sont ces nouveaux codes qu'il faut implémenter aussi dans les parcours d'acculturation pour vos collaborateurs. La variété,
n'hésitez pas à mettre des quiz, des challenges, des cours, des mises en situation, des vidéos, à varier vraiment les formats aussi, le texte, l'audio, l'image. L'objectif, c'est vraiment de tenir en haleine les participants et de garantir le fait que l'utilisateur va être tout le temps en action et va pas perdre le fil de ce qu'il est en train de suivre, et la variété des activités va jouer en cette faveur. Enfin, deux dernières caractéristiques. Le micro-learning, voilà, nous, on est fan aussi de ça chez Skillday. Pour bien acculturer, on vous conseillera toujours de privilégier des boucles d'apprentissage qui sont courtes, qui sont rythmées, que l'utilisateur peut faire et refaire quand il le veut, et aussi pour favoriser la rétention d'informations et pour proposer des contenus qui sont moins denses et qui se répètent au fur et à mesure. Donc, le micro-learning, c'est vraiment la recette pour des formations et des programmes efficaces. Et enfin, le storytelling. Pareil, on adore ça, créer des univers, des histoires ou encore des intrigues pour plonger l'utilisateur dans une atmosphère singulière. Ça permettra vraiment de capter l'attention de l'ensemble des populations et de faire en sorte que le programme que vous proposez reste en mémoire très longtemps. En parlant de storytelling, donc, je vous donne quelques exemples et on va passer ensuite sur une partie de démo. Mais là, par exemple, on a accompagné le groupe La Poste pour qui on a créé une formation sur mesure sur le thème de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc, dans l'assurance, c'est un sujet que vous connaissez bien. Là, on adresse un réseau entier, le réseau La Poste, des centres financiers, donc l'ensemble des collaborateurs qui ont l'habitude de cette formation et qui éprouvent une certaine lassitude depuis quelques années à faire cette formation qui est obligatoire. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de faire apprécier une formation qui est en plus très dense, obligatoire et réglementaire, et qui avait aussi besoin d'un coup de fraîcheur. Donc La Poste a fait appel à Skillday, nous a confié ses contenus pour qu'on propose une nouvelle expérience et qu'on embarque l'ensemble des utilisateurs dans l'expérience de formation. Et pour ça, voilà, on a créé, comme vous le voyez sur ces visuels, un univers dédié, celui de l'enquête avec un personnage fil rouge qui navigue dans un univers particulier de type comics. Et voilà, c'est quand on dit gamifier la formation, gamifier vos programmes d'acculturation, ça passe aussi par ça, par le visuel, par l'histoire que vous allez y mettre et qui va faire que vos utilisateurs vont vraiment vouloir faire le programme de bout en bout. Je vais vous partager d'autres exemples. Pour ça, je vais partager mon écran et vous me dites si vous voyez mon écran de téléphone. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, je vais passer sur une démo pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement un programme de formation et d'acculturation chez Skillday. On va rester au sein du groupe La Poste. Donc, je suis collaborateur. Je reçois un email qui m'informe qu'il y a 2 nouvelles formations à disposition sur mon portail. Donc, je prends mon smartphone que j'ai dans ma poche, toujours avec moi, et je me connecte sur l'application qui s'appelle Mobile Learning. Et là, j'arrive donc sur mon espace. Donc, il faut imaginer que là, moi, je suis adhérent de l'école et de la banque et du réseau, donc je verrai que ce logo-là. Et dès que je rentre dans mon espace, donc je vois les 2 formations réglementaires qui me sont proposées, la lutte contre le blanchiment d'argent, d'une part, dont on vient de parler, et le monde de l'assurance. Et on va aller dans le monde de l'assurance, qui est une super formation qui a été faite en interne par nos graphistes, nos learning designers. Et du coup, là, l'objectif, c'était de rendre attractif une formation donc réglementaire pour habiliter toute personne qui vend de l'assurance à pouvoir vendre de l'assurance parce que DDA et compliance, OK. Donc, cette formation, elle est certifiante et donc on a plongé l'apprenant dans un univers là, que vous voyez que vous voyez dans l'image d'introduction ici, dans l'univers du monde où le personnage fil rouge va passer de monde en monde et donc va découvrir l'ensemble de sa formation. Là, vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les micro-grains. Chaque petite capsule verte et qui sont encore grisées sont des activités pédagogiques qui sont assez courtes, qui durent entre 1 minute et 3 minutes,
Et donc, si on rentre dans l'une d'entre elles, par exemple, vous voyez qu'on plonge l'apprenant vraiment dans l'univers de sa formation. Là, il est dans son premier module, dans sa première mission. Là, ce sont vraiment des cartes de texte dans lesquelles on va expliquer quels sont les objectifs de la formation et quels sont les différents items qu'il va voir. Donc, voilà, le rôle de l'assurance, les catégories, le cadre réglementaire. Et on lui explique qu'à la fin de cette première mission, il va pouvoir même retrouver dans sa boîte à outils des fiches mémo à partager et à imprimer s'il veut. Donc très court, hein, cette première activité, vous voyez, elle a duré 30 secondes. Ensuite, on est sur une activité de cours où on va lui expliquer quel est le rôle de l'assurance, deux rôles majeurs, donc de protéger et indemniser d'une part, et de participer au financement de l'économie d'autre part. Et tout de suite après, donc une activité d'ancrage, où on va lui demander si il a bien retenu, en fait, on va vérifier qu'il a bien retenu ce qu'on vient de lui expliquer. Et donc, à travers une activité assez ludique, on va lui proposer d'attraper les bons mots qui correspondent au rôle de l'assurance. Et donc, il va pouvoir bouger son personnage pour aller attraper, donc certainement pas endetté pour le coup, il va aller attraper les mots qui vont lui permettre d'accumuler en plus des points, puisque sur cette application-là, il peut gagner aussi des points qui vont lui permettre de rentrer dans un classement. Donc là, vous voyez aussi le côté gamifié de ce que peuvent rendre nos expériences utilisateurs. Donc là, on était chez La Poste. Je vous propose de découvrir un autre cas client. On va partir dans un groupe pharmaceutique, le groupe Servier, présent dans 150 pays, avec 23 000 salariés. Et Servier voulait acculturer l'ensemble de ses collaborateurs à la data et à l'intelligence artificielle dans le monde entier. Donc, ils ont fait appel à SkillsDev pour créer un parcours de formation et d'acculturation. Là, on est dans le cas aussi où Servier avait des experts en interne et donc ils nous ont confié l'ensemble de leurs matières pédagogiques, l'ensemble de leurs programmes d'acculturation. Et sur cette base-là, nous, on a eu l'idée avec les équipes de créer une web-série en 2 saisons. Une saison 1 tournée autour de l'intelligence artificielle et une deuxième saison autour de la data. Et donc là, on est un peu dans un mode à la Netflix où dans chaque épisode, on a donc créé aussi un univers avec un personnage qui s'appelle Jack. Il va lui arriver plein de choses à Jack pendant tous ces épisodes. Et on va donc, au fur et à mesure des épisodes, faire évoluer le personnage et faire ancrer et acculturer de plus en plus et de manière progressive, là encore, l'utilisateur dans la data et dans l'IA. Et aussi en termes de déploiement, ce qui était intéressant chez Servier, c'est qu'ils ont débloqué les épisodes semaine après semaine. Donc on est vraiment dans un cas aussi où là les utilisateurs attendaient avec impatience leur épisode, la semaine qui arrivait pour suivre leur épisode. Donc on va focaliser sur la saison 2 autour de la data, parce que c'est des sujets qui peuvent vous intéresser aussi particulièrement. Donc là, autour de la data, on a créé 6 épisodes. Le premier autour de la cartographie data, un deuxième épisode autour du vocabulaire, troisième épisode, je vais rentrer dedans parce que là, je sens que vous êtes impatients de voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais cliquer sur l'épisode numéro 3. Welcome to Data City. Donc là, c'est vraiment un épisode autour de la gouvernance du cycle de vie de la donnée. Comment est-ce que au sein du groupe Servier, où il y a une tonne de données, on va pouvoir gouverner cette donnée. Et donc, dans cet épisode-là, je vais inviter mon utilisateur à visionner une vidéo que je vais vous passer rapidement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Claudia for help. I have the solutions to your problems and doubts. I brought Peter. Hello everyone, I'm a data manager. What is your question? What is blocking you right now? I don't know how old this data is. Donc là, ça a bugué comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà, donc là, je vous le passe en accéléré du coup. Tadadadada. Donc une vidéo qui permet d'acculturer donc à la gouvernance, donc qui explique comment est-ce que la gouvernance des données se passe chez Servier. Vous voyez aussi le côté social de ces applications qui permettent aux utilisateurs de partager leurs commentaires, c'est top. Et puis après, il y a un modérateur aussi qui va pouvoir répondre et les utilisateurs vont pouvoir se répondre entre eux. Donc au passage, vous favorisez aussi ce qu'on appelle l'organisation apprenante.
Et puis tout de suite après, donc cette vidéo qui est proposée, qui dure 2 minutes, vous avez un quiz d'ancrage pour vérifier à nouveau les connaissances de vos utilisateurs, avec, si j'ai faux, évidemment, la réponse à la question qui m'est proposée. Donc voilà, donc vous voyez que de manière très ludique, eh bien vous pouvez... Pardon ? Ah, pardon. De manière très ludique, vous pouvez acculturer donc l'ensemble de vos collaborateurs à la data. Hop, je redonne la main à Alexa. Voilà. J'espère que vous avez pu tout voir parce que moi je ne vous voyais plus. Mais voilà, à travers ces exemples-là, donc comment vulgariser des messages, comment acculturer et comment rendre des sujets pas forcément évidents, ludiques pour l'ensemble de vos utilisateurs. Et je finirai sur cette slide. Donc, pour faire tout ça, en fait, différentes solutions existent, des solutions sur étagère, donc avec des contenus qui sont vraiment prêts à l'emploi. Si vous voulez vite et rapidement déployer des contenus, on a une centaine de formations qui sont déployables très très facilement. Et puis après, sur mesure, donc comme on l'a fait pour la Poste et pour le groupe Servier, donc vous avez des contenus, votre programme de transfo que vous nous confiez et on est en capacité de le mettre en musique, de le mettre en œuvre. Et si vous n'avez pas les contenus en interne, eh bien, on s'associe avec des partenaires comme Optimine ou d'autres cabinets de conseil chez qui on va récupérer la matière, l'expertise et puis on va la digitaliser pour vous. Voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole. Merci Anne-Sophie. Donc, pour ma part, je vais vous faire un retour d'expérience d'une mission de change que nous avons menée auprès d'un acteur majeur de l'assurance dans le cadre d'un grand projet de transformation qui a été mené en agile. Cet assureur, il a fait le choix d'opérer une transformation profonde de son modèle de distribution en commercialisant plusieurs nouvelles offres sur des réseaux de distribution qui ne distribuaient pas habituellement le même type de produit. Donc on avait le réseau du direct, donc qui est le réseau de vente à distance, internet et téléphone, et le réseau des agents. Ils sont même allés plus loin dans leur modèle de transformation puisque les sinistres des clients des agents ont été délégués au réseau du direct afin que les agents puissent se concentrer vraiment sur ce qu'ils savent faire de mieux, c'est générer du business. Ce projet stratégique, il revêtait plusieurs enjeux pour l'assureur. Un premier enjeu qui était un enjeu d'amélioration de la lisibilité de l'offre pour le client. Un même produit était distribué au même tarif sur l'ensemble des canaux. Le canal web, le canal téléphone, le canal agence. Le second enjeu, c'était un enjeu d'efficacité opérationnelle par la mise en place d'un outil de back-office utilisé à la base par les agents et qui a été mis en place pour le direct. Ça a permis de dégager des synergies entre les deux réseaux, notamment le partage d'agenda, le transfert de leads commerciaux. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de fluidification d'expérience client en proposant une expérience client omnicanal sans rupture. Par exemple, moi, en tant que prospect, je peux réaliser mon devis MRH, par exemple, sur le web avant d'être appelé par un téléconseiller et je vais signer mon contrat en agence. Le quatrième enjeu, c'est un enjeu d'optimisation du time to market par l'industrialisation, et la mise en œuvre des produits afin d'optimiser les délais de mise en marché, notamment en réutilisant des développements précédents. Ce projet de transformation, il a impacté donc à la fois le réseau du direct et le réseau des agents. Les équipes du direct ont été vraiment les premières impactées par ce projet et de mon point de vue, les plus fortement impactées. Donc, je vais essentiellement, dans la suite de mon intervention, rester focus sur ce réseau, donc le réseau du direct. Pour que vous compreniez bien la nature et le degré des changements engendrés par ce projet, j'ai listé quelques grands impacts pour le direct. Donc, le lancement de plusieurs nouvelles gammes de produits, la mise en place d'un nouvel outil de back-office, la mise en place de nouveaux processus métiers transitoires et cibles qui devaient être intégrés par le direct, et la collaboration des deux réseaux, donc le direct et les agents. Ces deux réseaux, il faut savoir qu'auparavant, ils ne travaillaient pas du tout ensemble, globalement pas ensemble. Ouais, génial. Le dispositif de conduite du changement a été mis en place assez rapidement puisque nous avons débuté notre accompagnement après le début du mode projet.
Nous avions comme mission de faire de ce projet une réussite en mobilisant les équipes et en veillant à l'adoption du projet par les équipes pour ainsi générer du business. En fait, pour chaque lot et dès le MVP, nous avons opté pour une approche change en 2 grandes phases. Une première phase de définition de la stratégie change et une seconde phase de déclinaison très opérationnelle de notre stratégie. L'objectif de la phase de définition de la stratégie change, c'était d'identifier les impacts métiers qui devaient être gérés en fait, durant les phases transitoires et la cible. Je vous donne un exemple simple pour que vous compreniez. Donc, par exemple, en MVP, l'envoi de certains courriers de gestion n'était pas automatisé dans le nouvel outil et donc les équipes du direct devaient travailler ces courriers en dehors du nouvel outil de back-office. L'identification de l'ensemble de ces impacts métiers nous a permis de concevoir des dispositifs adéquats et pertinents à la fois de communication, de formation et d'accompagnement post-déploiement. Si je prends un exemple sur le volet formation et en MVP, le nouveau produit MRH est disponible seulement sur le site de l'assureur et non sur les comparateurs. Donc le volume de potentielles affaires nouvelles était relativement faible. Nous avons donc décidé de former seulement une partie des collaborateurs du direct pour ainsi éviter de perdre tous les bénéfices des formations dues à une trop faible pratique du nouvel outil. Suite à cette phase de définition de la stratégie, nous avons décliné donc notre stratégie change de manière très opérationnelle, avec par exemple la rédaction de processus et procédures métiers, la rédaction de briefs à destination de l'équipe de communication interne, le programme de formation et des supports associés. Voilà, ça c'est pour quelques exemples. Moi, j'aimerais revenir sur une partie qui a été décisive dans l'accompagnement du changement sur ce projet, c'est le volet accompagnement post-déploiement. C'est vraiment, en tout cas de mon point de vue, une partie à ne pas négliger. Je vais vous donner des exemples aussi sur cette partie-là. On va retrouver par exemple l'accompagnement côte à côte des utilisateurs sur les premiers jours suite à une mise en production, la mise en place d'un processus efficace de remontée des questions et de redescente de l'information, une adaptation rapide des supports de formation suite aux premières sessions de formation ou encore par exemple la reprise en formation des collaborateurs en difficulté. Il y a un élément sur lequel nous avons décidé de mettre l'accent suite, on va dire, à un mini-audit du change qu'on avait pu mener précédemment et qui s'est révélé vraiment un facteur clé de succès du change, c'est la prise en compte des feedbacks de l'outil par les utilisateurs. Ce sont souvent des demandes qui ne nécessitent pas de gros développement et même parfois seulement du paramétrage, mais qui permettent à l'utilisateur d'être plus rapide, d'être plus efficace. En faisant, je vous donne un exemple, en faisant par exemple moins de clics pour accéder à un écran. Effectivement, lors de notre mission, on a rapidement senti qu'il fallait appuyer davantage sur ce point dans notre stratégie d'accompagnement du changement, que ces irritants remontés du terrain n'étaient pas anodins et que leur non prise en compte pouvait mettre vraiment à mal toute la conduite du changement qu'on était en train de réaliser. On a vraiment dû se battre pour intégrer ces remontées. On a dû expliquer à la direction projet que la parole des équipes avait de la valeur et qu'il était nécessaire d'intégrer dans la roadmap projet ces demandes. Pour être complet sur notre V0 de liste d'irritants outils, nous avons organisé une rétrospective de type User Journey avec les équipes du direct et l'équipe projet. Donc à la fois les product owners, les développeurs et les receveurs. Chacun a pu donc s'exprimer et écouter les avis des uns et des autres. Au final, on a stabilisé une liste de 70 irritants outils, ce qui n'est pas... 70 irritants ont ensuite été classés par les métiers selon leur valeur business et ont été chiffrés ensuite par les développeurs. Le ratio business value estimation de la complexité a permis de définir l'ordre de priorité des demandes d'évolution à mettre en œuvre. Ça a vraiment permis de mettre tout le monde d'accord sur les évolutions à embarquer rapidement. Ces demandes, elles ont ensuite été intégrées aux différents backlogs et ont été engagées au fil de l'eau dans différents sprints. La prise en compte de ces remontées de terrain a vraiment été un tournant majeur dans l'acceptation du changement par les équipes du direct. C'était très important de dire au terrain que leur avis comptait et qu'on les écoutait.
Alors, quand je parle de tournant majeur, ce n'est pas que du ressenti, hein. Dans le cadre de notre accompagnement Change, nous suivions différents indicateurs, dont des indicateurs de satisfaction. Et ces indicateurs ont évolué très positivement suite à la prise en compte des irritants outils remontés par le terrain. Donc, si je devais faire une conclusion un peu sur ce que je viens de vous présenter, c'est que, enfin, sur ce retour d'expérience, c'est je ne veux pas que vous pensiez qu'il faut mettre en œuvre toutes les remontées faites par les équipes impactées par le changement. C'est vraiment pas ça que je dis. Je dis plutôt qu'il est hyper important d'écouter, d'entendre ces remontées et de mettre en place des actions en fonction de la nature de ces remontées et du niveau d'acceptation du changement au moment de ces remontées. Vous imaginez bien que lors de cette mission, je n'ai pas eu que des remontées d'irritants outils. J'ai aussi eu d'autres remontées qui nécessitaient d'autres actions de change. Voilà pour ma part. Arnaud, je te relaisse la main. Merci Laura, et puis merci Anne-Sophie et Alexa. On va rapidement conclure pour passer peut-être à des questions. Donc l'accompagnement du changement, vous l'aurez compris, ne constitue pas une nouvelle discipline nécessaire à la réussite des programmes de transformation. Ça l'a toujours été. Néanmoins, les changements profonds qu'on a abordés, que nous connaissons dans les organisations depuis plusieurs années, des suites de la transformation digitale et encore plus maintenant avec cette crise sanitaire, positionnent vraiment cet axe projet au cœur de la démarche. Et globalement, sans prétendre savoir de quoi sera fait l'avenir, on a déjà évoqué un court et moyen terme, il y a peu de chances qu'on ait un véritable retour arrière sur nos méthodologies de travail. Donc, on vous a partagé de nombreuses orientations pour maximiser l'impact de cet accompagnement au cours de vos différents projets. Si on devait en garder quelques-unes, clairement, il faut démarrer au plus tôt, assurer un sponsorship fort de l'accompagnement, inscrire cet accompagnement dans des technologies engageantes et modernes, notamment pour favoriser l'ancrage mémoriel, hein, tu nous disais, Anne-Sophie, en favorisant le collaboratif et en assurant un suivi au-delà de la mise en œuvre du projet, comme on a pu le voir à l'instant avec Laura. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Je vous renouvelle la disposition de l'ensemble de l'équipe pour poursuivre ces échanges si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et ça clôture ce webinaire.